are new indications that the White House plan to extricate the president from the Jeffrey Epstein controversy might be starting to crack. The Justice Department told a federal judge that the grand jury transcripts it's asking to unseal include testimony from just 2 witnesses. And both of those witnesses were law enforcement officials. Avez-vous déjà eu l'impression d'assister à un effondrement en temps réel? Comme si chaque nouvelle information n'était pas seulement un fait isolé, mais faisait partie d'un engrenage cassé qui finit par projeter des étincelles et s'effondrer sous vos yeux. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la Cour suprême des États-Unis a rendu l'un des verdicts les plus marquants de ces dernières décennies. Dans une décision historique prise à 7 voix contre 2, la plus haute juridiction du pays a rejeté plus de 30 décrets présidentiels de Donald Trump et a qualifié sa tentative de consolidation du pouvoir de menace directe pour l'équilibre constitutionnel des États-Unis. Mais ce qui semblait n'être qu'une décision judiciaire de plus s'est rapidement transformé en une bombe qui a frappé le cœur du gouvernement. La panique s'est immédiatement répandue dans les couloirs de la Maison-Blanche. Les secrétaires, conseillers et avocats se sont retrouvés face à un scénario auquel personne ne s'attendait. La machine de pouvoir, construite par Trump, fondée sur des décrets autoritaires et la suppression des freins institutionnels, était paralysée. Le ministère de la Justice lui-même, qui ces dernières années a davantage agi comme un bouclier que comme un contrôleur impartial, ne savait plus quoi faire. Car ce qui s'est passé n'était pas seulement une défaite juridique, c'était l'humiliation d'un modèle de gouvernement. C'était la Cour suprême qui disait haut et fort que même le président des États-Unis n'est pas au-dessus des lois. Pendant des années, Donald Trump a gouverné comme si la Constitution était un détail gênant. Il a émis des décrets exécutifs fondés sur l'idée d'une autorité totale. Il s'est approprié le contrôle d'agences indépendantes qui devaient fonctionner sans ingérence politique. Il a cru pouvoir utiliser la garde nationale des États pour imposer son programme sur le sol américain, même sans le consentement des gouverneurs. Dans son esprit, il suffisait de signer un document pour que le pays se plie à sa volonté. Mais le système, bien qu'affaibli, a réagi. Et il a réagi de la manière la plus douloureuse possible, en coupant les tendons juridiques qui soutenaient sa présidence. La décision de la Cour suprême ne s'est pas appuyée uniquement sur des arguments techniques. Elle était chargée de sens, comme un avertissement pour la survie même de la démocratie. Lorsque le président de la Cour suprême affirme que le type de pouvoir que Trump revendiquait touche au cœur même de la République, il ne s'agit pas d'une exagération rhétorique, il s'agit d'un cri d'alarme institutionnel. Un rappel que le pouvoir sans limite est l'antithèse de la République et que les États-Unis étaient dangereusement proches de franchir cette ligne. Ce qui rend tout cela encore plus dramatique, c'est le fait que 3 des 7 juges qui ont voté contre Trump ont été nommés par lui-même. Cela démantèle tout discours de persécution idéologique. Cela montre que l'abus était si flagrant que même les alliés les plus improbables n'ont pas pu l'ignorer. Amy Coney Barrett, nommée par Trump et connue pour son profil conservateur, a déclaré qu'aucun président ne peut annuler le Congrès par décret. Cette phrase, prononcée par une personne qui devrait figurer parmi les plus fidèles partisans de Trump, marque un tournant, car elle révèle à quel point la position de Trump est devenue extrême. Il ne voulait pas seulement gouverner, il voulait régner, et cela est devenu intenable. L'impact pratique de cette décision est un séisme institutionnel. Les programmes fédéraux sont paralysés, les décrets présidentiels suspendus, des départements entiers ne savent plus comment agir. Les rouages du gouvernement, habitués à fonctionner selon une logique de commandement centralisé, sont désormais sans direction. Et plus encore, ils sont exposés, car la décision de la Cour suprême ouvre la voie à une avalanche d'enquêtes, de révisions juridiques et d'actions en justice. Tout ce qui a été fait sur la base d'une autorité désormais considérée comme illégale peut être révisé, contesté ou annulé. Cette rupture juridique n'aurait pas pu survenir à un pire moment pour Trump. Son gouvernement était déjà confronté à une série de scandales accumulés. Négociations internationales désastreuses, accusations de corruption impliquant des alliés proches,
poursuites contre des membres de l'administration, enquêtes sur des manipulations au sein du ministère de la Justice, et même des poursuites civiles impliquant l'ancienne première dame. Chaque nouvelle crise était étouffée avec la même stratégie: décréter, ignorer, intimider, répéter. Mais avec la décision de la Cour suprême, cette stratégie s'est effondrée, car désormais, il ne suffit plus de signer un document et d'attendre que la réalité s'y plie. Il existe désormais un précédent juridique, solide et largement soutenu, qui limite ce que le président peut ou ne peut pas faire. Et cela change complètement les règles du jeu. Trump est acculé, non seulement politiquement, mais aussi institutionnellement. Il a perdu son autorité incontestable. Il a perdu la capacité de gouverner par décret. Et plus encore, il a perdu l'argument selon lequel sa façon de gouverner était légale. Car désormais, par décision judiciaire, il a été déclaré qu'elle ne l'était pas. Et lorsqu'un gouvernement perd la légalité de ses actions, il perd également la base de sa légitimité. Ce qui va suivre est un effet domino. Le Congrès, qui s'est souvent montré hésitant à affronter directement le président, dispose désormais d'un argument de poids pour reprendre le contrôle politique. Des commissions parlementaires sont en cours de formation, de nouvelles demandes d'enquête ont déjà commencé à circuler, et d'anciens alliés de Trump sont en train de revoir leur position publique, car personne ne veut se ranger du côté d'un président qui a été désavoué par la plus haute instance judiciaire américaine. De plus, la base conservatrice, qui est toujours restée fidèle au nom de l'ordre et de la force institutionnelle, doit désormais faire face à la réalité que cette force a été construite sur des bases illégales. Il ne s'agit pas d'une simple défaite. Il s'agit de la mise à nu publique d'un projet de pouvoir autoritaire qui a tenté de se déguiser en gouvernance et qui est désormais exposé aux yeux de tous. C'est pourquoi ce moment est si décisif. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau conflit entre les pouvoirs. Il s'agit du moment où le masque du pouvoir absolu est tombé, où le mythe de l'autorité totale a été détruit, où la démocratie, même blessée, a montré qu'elle respirait encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas dans ce qui s'est passé ces dernières années. Peut-être l'avez-vous ressenti seul. En voyant la politique se transformer en spectacle, la justice être discréditée, la vérité être déformée. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, la justice s'est exprimée. Et elle s'est exprimée haut et fort. C'est pourquoi, si cette vidéo a du sens pour vous, si vous pensez que ce qui se passe doit être dénoncé avec clarté et courage, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un soutien à notre travail. C'est une prise de position. C'est dire que vous n'acceptez plus d'être trompé. C'est dire que vous voulez comprendre, que vous voulez participer, que vous voulez vous battre pour un pays où la loi vaut encore plus que la volonté d'un homme. Ce qui rend cette décision encore plus importante, c'est qu'elle ne se contente pas de réprimander Trump, mais qu'elle corrige une trajectoire qui s'éloignait dangereusement des fondements républicains. L'illusion selon laquelle le président pourrait agir comme une sorte de PDG absolu des États-Unis, accumulant le pouvoir sans rendre de compte, dominant les agences, ignorant le Congrès et bafouant le pouvoir judiciaire, a finalement été démantelée. Ce qui était auparavant considéré comme de l'audace est désormais reconnu comme une grave violation de la Constitution. Et ce n'est pas l'opposition qui a porté cette accusation. Ce ne sont pas les manifestations dans les rues ou les gros titres incendiaires. C'est la Cour suprême elle-même, composée en partie de ministres choisis par Trump lui-même, qui s'est levée pour dire « ça suffit ». Cela a un poids énorme, car si même les personnes qu'il a lui-même chargées de protéger son administration disent qu'il a dépassé les limites, alors nous sommes face à un diagnostic institutionnel et non plus seulement politique. À l'intérieur de la Maison-Blanche, le climat est à un désespoir étouffé. Des sources internes ont révélé que le cabinet juridique présidentiel est entré en état d'urgence, organisant des réunions de crise jusqu'au petit matin
pour tenter de comprendre ce qui peut encore être sauvé au sein de la structure gouvernementale. Plus de 30 décrets ont été annulés d'un seul coup. Et il ne s'agit pas de mesures mineures ou cérémonielles. Il s'agit de piliers centraux du programme de Trump. Expulsion massive, contrôle budgétaire direct, licenciement dans les organismes publics sans justification formelle, domination sur les agences de régulation et commandement unilatéral sur les forces de sécurité. Tout cela a été gelé et l'effet pratique est paralysant. Le gouvernement a perdu sa capacité d'action immédiate et, plus grave encore, il a perdu la confiance d'une grande partie de la structure administrative. Les fonctionnaires qui, jusqu'alors, obéissaient aux ordres directs de l'exécutif, se trouvent désormais à un carrefour juridique. Continuer à suivre des instructions basées sur des décrets jugés inconstitutionnels ou attendre de nouvelles orientations juridiques? Le chaos qui règne touche non seulement la figure du président, mais aussi le fonctionnement de l'État tout entier. Cette instabilité commence bien sûr à se répercuter dans d'autres sphères. Le Congrès américain, historiquement lent dans ses réactions, s'est vu poussé par un sentiment d'urgence. Les parlementaires de l'opposition, forts de la décision de la Cour suprême, demandent l'ouverture de nouvelles commissions d'enquête pour déterminer si le président a utilisé ses décrets exécutifs tout en sachant qu'ils étaient illégaux. On soupçonne que les conseillers juridiques de la Maison-Blanche auraient alerté Trump sur les risques constitutionnels de ces mesures, mais qu'il aurait néanmoins insisté pour les mettre en œuvre. Si cela se confirme, la situation pourrait rapidement s'aggraver, car il ne s'agit plus seulement d'un abus de pouvoir, mais d'une possible mauvaise foi administrative et d'une tentative délibérée de contourner les mécanismes de contrôle. Le mot « impeachment » circule à nouveau dans les couloirs du Capitole, et pas comme une rhétorique politique, mais comme un programme concret. Après tout, un président qui insiste pour gouverner en marge de la Constitution, même après avoir été averti par son équipe, représente un risque pour l'ordre institutionnel du pays. Pendant ce temps, dans les coulisses de la politique, un mouvement de distanciation s'opère. D'anciens alliés qui ont toujours soutenu Trump même face au scandale précédent évitent désormais toute association publique. Le calcul politique a changé. Défendre un président qui vient d'être réprimandé par la Cour suprême pour avoir tenté de concentrer le pouvoir est devenu un fardeau politique trop dangereux, surtout avec les élections de mi-mandat à l'horizon. Les députés et sénateurs du Parti républicain lui-même commencent déjà à se détacher de l'image du président, craignant que la contamination institutionnelle n'atteigne également leur campagne. La crise n'est plus seulement celle du gouvernement. Elle est devenue une crise de représentation. Car si les représentants du peuple s'inclinent devant un président qui ignore la loi, la démocratie elle-même devient complice de la chute institutionnelle. Et cela devient de plus en plus intenable, même pour les plus pragmatiques. Dans l'opinion publique, l'impact est également profond. Les sondages préliminaires indiquent une chute brutale de la cote de popularité du gouvernement au cours des dernières 48 heures, en particulier parmi les électeurs modérés et indépendants. Ce qui était auparavant considéré comme une force est désormais perçu comme un abus. Et ce glissement symbolique a un effet dévastateur sur le discours trumpiste. Car tout son capital politique a été construit sur l'image d'un leader fort, qui ne recule pas, qui rompt avec les contraintes du système traditionnel. Mais lorsque cette force se traduit juridiquement par de l'autoritarisme, l'enchantement commence à s'estomper. Et la base électorale, aussi fidèle soit-elle, commence à montrer des signes d'usure. Les gens ordinaires, qui pensaient défendre un président audacieux, se demandent désormais s'il ne soutenait pas en réalité un projet de pouvoir qui flirtait avec l'autoritarisme. Et ce doute, une fois semé, est difficile à effacer. C'est dans ce scénario de terre fendue que se dessine l'avenir proche de la politique américaine. La Cour suprême n'a pas seulement imposé des limites à l'exécutif. Elle a également mis en lumière l'importance des freins et contrepoids qui soutiennent la démocratie. Et ce geste, bien que tardif, rétablit en partie la crédibilité institutionnelle qui avait été érodée. En agissant avec fermeté, le pouvoir judiciaire a montré qu'il existe encore des limites, qu'il existe encore des principes,
qu'il y a encore ceux qui refusent de normaliser l'absurde. Et cela ravive une flamme d'espoir dans des secteurs de la société qui commençaient déjà à perdre totalement confiance dans les institutions. Car si le président peut tout faire, alors plus personne n'est en sécurité. Mais si même la plus haute fonction de la République peut être contenue par une décision judiciaire motivée, alors l'ordre existe toujours, la loi existe toujours, la démocratie existe toujours. Mais il est important de le dire, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'une nouvelle bataille. La réponse de Trump a déjà commencé à se dessiner. Il sait qu'il a perdu une guerre institutionnelle. Mais cela ne signifie pas qu'il renoncera à la confrontation. Au contraire, il est probable qu'il intensifie sa rhétorique contre le pouvoir judiciaire, remette en question la légitimité de la Cour suprême, accuse ses propres candidats de trahison et appelle sa base à réagir. C'est la tactique qu'il a toujours utilisée. Transformer la défaite en récit de persécution. Mais aujourd'hui, le terrain est plus instable, car la décision de la Cour était claire, fondée et soutenue même par des personnalités qui le protégeaient auparavant. Sa marge de manœuvre s'est réduite et le risque de radicalisation a augmenté. Car lorsqu'un leader populiste perd le contrôle institutionnel, il cherche généralement à contrôler émotionnellement les masses. Et c'est là que le danger grandit. C'est pourquoi il est essentiel que davantage de personnes comprennent ce qui est réellement en jeu. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre un gouvernement. Il s'agit de comprendre qu'aucune démocratie ne survit lorsque la Constitution devient un simple ornement et que le pouvoir devient une volonté personnelle. Ce que la Cour suprême a fait, c'est plus que simplement freiner des décrets. Elle a protégé l'idée même de république. Elle a déclaré qu'aux États-Unis, il existe encore un document qui vaut plus que le caprice d'un homme. Et ce document s'appelle la Constitution. C'est en elle que la démocratie s'ancre. Et c'est sur elle que 7 ministres de la Cour suprême se sont appuyés pour dire « ça suffit ». Si cette vidéo vous aide à voir plus clairement ce moment décisif que nous vivons, commentez ci-dessous. Je vois tout et je ne peux plus me taire. Écrivez cette phrase. Car chaque commentaire de ce type montre que vous n'êtes pas seul, que des gens se réveillent et qu'ensemble, même avec peu de voix, nous pouvons faire du bruit. À partir de maintenant, tout ce que fera Donald Trump sera examiné sous un nouveau jour. Chaque mesure prise par son administration sera analysée avec plus de rigueur. Chaque mot prononcé dans ses discours sera interprété comme une tentative de se relever d'une chute qui, aux yeux de l'histoire, est déjà enregistré. Car ce n'est pas tous les jours qu'un président des États-Unis voit la Cour suprême renverser sa structure de pouvoir en raison de l'illégalité de sa conduite. Cette décision n'est pas seulement une défaite politique, elle constitue un jalon juridique. Elle rappelle durement qu'aucune fonction, aussi élevée soit-elle, n'est au-dessus des principes constitutionnels qui sous-tendent la démocratie américaine. Et lorsque le pouvoir judiciaire lui-même se voit contraint d'agir avec fermeté, c'est le signe que les limites ont été dépassées à un niveau alarmant. Il ne s'agit plus d'un conflit entre idéologies. Il s'agit d'une correction structurelle, un frein d'urgence actionné pour éviter le déraillement total des institutions. En coulisses, des membres du gouvernement admettent en confidence que cette décision représente un coup irréversible porté à la capacité de Trump à gouverner comme il le faisait jusqu'à présent. Le modèle des décrets, des impositions et du contrôle direct des structures administratives ne pourra plus être utilisé comme auparavant. Même si de nouveaux décrets sont émis, ils devront tous respecter strictement les limites fixées par la Cour suprême. Et cela représente pour Trump un quasi-confinement politique. Lui qui s'est toujours enorgueilli de contourner les obstacles est désormais entouré de murs juridiques élevés et surveillés. Et plus encore, il est isolé. Car après ce verdict, même ses proches alliés réfléchissent au coût du maintien de cette alliance. Le risque d'être associé à un président affaibli juridiquement, dont l'autorité a été publiquement invalidée, est devenu trop élevé. Et dans le jeu d'échecs de la politique américaine, aucun pion ne risque sa position pour un roi en échec
et mat. Les médias, qui ont été qualifiés pendant des années d'ennemis du peuple par Trump, ont désormais obtenu la reconnaissance institutionnelle qu'ils recherchaient. Les grands médias traitent cette décision comme un tournant historique, la comparant à l'affaire qui a fait tomber Nixon. Les experts juridiques affirment que la portée de cette décision se fera sentir pendant des décennies, non seulement en raison de ce qu'elle a interrompu, mais aussi de ce qu'elle empêche de se produire à l'avenir. En invalidant les décrets, la Cour suprême a également fermé la porte à toute tentative future des présidents de reproduire la formule du pouvoir absolu. Il existe désormais une jurisprudence. Il existe désormais un précédent clair. Le message a été adressé non seulement à Trump, mais à tout aspirant à l'autoritarisme. Aux États-Unis, le pouvoir reste soumis à la Constitution, et ce rappel, même tardif, est ce qui peut sauver l'intégrité d'une république. Sur le plan institutionnel, les effets de la décision continueront à se répercuter en cascade. Des commissions de révision sont en cours de formation dans plusieurs agences fédérales afin d'évaluer les dommages causés par les décrets désormais invalidés. Des programmes entiers devront être abandonnés, réorientés ou même reconstruits à partir de zéro. Et plus grave encore, les décisions prises sur la base de ces décrets peuvent être contestées devant les tribunaux. Cela ouvre la voie à une avalanche de procès, de demandes d'indemnisation, d'actions collectives et de litiges juridiques qui vont épuiser les ressources, paralyser les décisions administratives et affaiblir encore davantage la gouvernance. Le gouvernement Trump, qui fonctionnait déjà dans le chaos, va désormais faire face à un effondrement fonctionnel, car il ne suffit plus de convaincre l'opinion publique avec des discours enflammés. Il faudra reconstruire la légalité de chaque acte, ligne par ligne, face au mécanisme même qu'il a tenté de contourner. Politiquement, le Parti républicain est confronté à un dilemme existentiel. Une partie de la base soutient toujours Trump avec une ferveur presque religieuse. Mais une autre partie, plus pragmatique et soucieuse de la survie institutionnelle, voit l'épuisement de ce leadership. Le parti, qui pendant des années a oscillé entre le trumpisme et les valeurs conservatrices traditionnelles, se voit désormais contraint de choisir une voie. Et ce choix définira son identité pour les générations à venir. Car soutenir un président qui vient d'être désavoué par la Cour suprême peut être interprété comme une complicité institutionnelle. Mais rompre avec lui revient, pour beaucoup, à rompre avec leur propre base électorale. Ce carrefour politique menace de diviser le parti de manière irréversible. Et, au milieu de cette impasse, le nombre de républicains qui espèrent que Trump ne parvienne You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Calcul, à la peur. Pendant ce temps, Donald Trump tente de réagir, et sa réaction est prévisible. Il a déjà commencé à attaquer les ministres de la Cour suprême, y compris ceux qu'il a lui-même nommés. Il a qualifié cette décision de trahison institutionnelle, de sabotage politique, de coup d'État judiciaire. Dans ses discours, il dépeint un scénario de persécution, tente de mobiliser ses partisans comme s'il était victime du système. Mais cette fois-ci, ses paroles semblent avoir moins de poids, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Parce que la douleur de voir un gouvernement s'effondrer en direct, sans un seul coup de feu, uniquement sous le poids de la légalité, est quelque chose qui touche même les plus fanatiques. Ce qui s'est passé n'était pas une guerre politique. C'était une réponse institutionnelle. Et même si Trump tente de redéfinir ce moment comme une nouvelle attaque contre son image, la vérité a déjà été enregistrée. Et cette fois, elle figure dans les archives. Cet épisode est déjà entré dans l'histoire. Et il sera étudié comme l'un des moments les plus délicats de la démocratie américaine. Un point d'inflexion, une alerte rouge institutionnelle qui a dû être déclenchée parce que les limites étaient dépassées. Au-delà des idéologies, cette décision représente un répit pour ceux qui croient encore en la force des institutions. Elle représente une chance de reconstruction, de rétablissement de l'équilibre entre les pouvoirs, de revalorisation de la légalité. Et elle représente surtout la victoire de la Constitution sur le populisme autoritaire. Même si elle est temporaire,
même si elle est partielle, même si elle a été durement acquise. Car en des temps comme ceux-ci, chaque victoire de la démocratie doit être célébrée comme une résistance. Et c'est peut-être là le message important pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Vous qui vous sentez fatigué, indigné, désespéré. Vous qui regardez tout cela avec la gorge serrée, avec le sentiment que plus personne ne s'en soucie. Sachez-le, votre voix compte, votre conscience compte. Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe, pour informer, pour alerter, pour donner la parole à ceux qui souffrent souvent en silence. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Parce que nous ne sommes pas ici uniquement pour annoncer l'effondrement. Nous sommes ici pour construire ensemble la résistance. Car tant qu'il y aura des gens qui se lèveront au nom de la vérité, de la justice et de la Constitution, il y aura encore de l'espoir. Et vous en faites partie.